Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Population. Collection dirigée par Yves Charby. Maria Eugenia Cosio-Zavala, Hervé Domenac. La démographie est au cœur des enjeux contemporains, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, culturels ou politiques. En témoigne le renouvellement récent des thématiques développement durable, urbanisation et mobilité, statut de la femme et de l'enfant, dynamique familiale, santé de la reproduction, politique de population, etc. Cette démographie contextuelle implique un renouvellement méthodologique et doit donc prendre en compte des variables en interaction, dans des espaces de nature diverses, physiques, institutionnels, sociaux. La collection Population privilégie les pays et les régions en développement sans pour autant oublier leurs liens avec les pays industrialisés, et contribue à l'ouverture de la démographie aux autres disciplines. Elle est issue d'une collaboration entre les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement IRD, de l'UMR-CEPED, INED, IRD, Université Paris-Descartes, et du Centre de recherche Population et Société Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Dernier paru. Rokhaya Cissé, l'héritage de la pauvreté. Entre récurrence, rupture et résilience dans les trajectoires des pauvres au Sénégal, 2014. Myriam Delenzien, famille et société au prisme du VIH-Sida au Vietnam, 2014. Marc-Antoine Pérouse de Monclos dire crise et migration dans les pays du Sud, 2014. Maryse Guémard, population et santé dans les pays en développement, 2011. Aurélie Godard, le travail des femmes en Guinée-Maritime, 2010. Céline Clément, la mère et ses enfants, devenir adulte et transmission intergénérationnelle, 2009. Olivier Belbéor, Yves Charby, Souraya Hassan Hussein dire la population de Djibouti. Recherche socio-démographique, 2008. Maryse Guémard, goitre endémique et démographique en Afrique noire. L'exemple d'un village en Côte d'Ivoire, 2008. Mustapha Omran, accès à la terre, dynamique démographique et ancestralité à Madagascar, 2008. Frédéric Sandron dire population et développement dans les hautes terres de Madagascar, 2008. Lise Beck, contexte de paupérisation et mortalité des enfants ruraux au Rwanda, 1980-1994, 2007. Cédric Audebert, l'insertion socio-spatiale des Haïtiens à Miami, 2006. Michel Dion, quand la Réunion s'appelait Bourbon, 2006. Ralph Shore, français et immigré en temps de crise, 1930 à 1980, 2004. Préambule. Cet ouvrage est issu d'un séminaire international qui s'est tenu à Osaka au MINPAKU, les 1er et 2 mars 2014. L'organisation de ce séminaire et la publication de ce livre ont bénéficié d'un cofinancement du MINPAKU. Subvention de l'Inter-University Research Institute. Corporation, National Institute for the Humanities. Et de l'Institut pour le développement et la solidarité internationale. IDSI, de l'Université Paris-Descartes, subvention 2013 à 1. Les auteurs. Karine Baxerres. Docteur en anthropologie et chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, Unité santé de la mère et de l'enfant face aux maladies tropicales, spécialiste de l'anthropologie du médicament. karine.baxer@ird.fr. Doris Bonnet. Docteur en anthropologie et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, Centre Population et Développement, spécialiste de l'anthropologie de la santé. dorisbonnet@nous.fr. Yves Charby. Professeur émérite de démographe, Université Paris-Descartes, Centre Population et Développement, spécialiste des questions de population et développement en Afrique et dans la Caraïbe. yves.charby@ceped.org. Amidou Dia. Docteur en sociologie et chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, Centre Population et Développement, spécialiste des migrations internationales en Afrique de l'Ouest. amidou.dia@ird.fr. Naoko Horii.
Doctorante en démographie, Université Paris-Descartes, Centre Population et Développement, spécialiste des questions de santé et de développement en Afrique. naoko.ori@gmail.com. Yasuhiko Kamiya. Professor of Public Health, Nagasaki University, Graduate School of International Health Development, Japan, Specialist of Tropical Pediatrics, Global Health and Epidemiology. ikami@nagasaki-u.ac.jp. Jean-Yves Le Hesran. Docteur en médecine et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, Unité santé de la mère et de l'enfant face aux maladies tropicales, épidémiologiste spécialiste du paludisme. jean-yves.lehéran@ird.fr. Teiko Mishima. Maître de conférences d'anthropologie, National Museum of Ethnology, Japan, spécialiste des migrations internationales en Afrique de l'Ouest. mishima@idc.minpaku.ac.jp. Véronique Petit. Professeure de démographie, Université Paris-Descartes, Centre Population et Développement, spécialiste des questions de développement en Afrique de l'Ouest, santé de la reproduction, migration internationale. véronique.petit@ceped.org. Nelly Robin. Docteur en géographie et chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, Centre Population et Développement, spécialiste des migrations internationales en Afrique de l'Ouest. nelly.robin@ird.fr. Akiko Sugei Kai. Professor of International Relations, Faculty of Law, Kobe Gakuin University, Japan, Specialist of Conflict and Security Studies, African Politics and Forced Migration Studies. asugiki@law.kobegakuin.ac.jp. Introduction. Teiko Mishima et Yves Charby. Le Centre Population et Développement, CEPED, de l'Université Paris-Descartes et le Musée national d'ethnologie du Japon, MINPAKU, ont réuni les 1 et 2 mars 2013 à Osaka un groupe d'experts français et japonais spécialistes des migrations internationales ou de la santé. Ils ont fait un état des lieux dans leur domaine de spécialité et présenté leurs propres expériences de recherche en Afrique subsaharienne. Nous avons volontairement limité ce séminaire, qui ne prétendait nullement à l'exhaustivité, aux travaux ayant une dimension interdisciplinaire. Et compte tenu de la place centrale de ces deux disciplines au CEPED et au MINPAKU, nous avons plus particulièrement privilégié ceux associant démographie et anthropologie. Trop souvent les recherches en sciences humaines sur le développement en Afrique subsaharienne s'autoproclament presque rituellement interdisciplinaires, alors qu'il ne s'agit le plus souvent que d'une simple juxtaposition de données. Une authentique interdisciplinarité doit partir d'une réflexion sur le processus de théorisation dans chacune des deux disciplines, et suppose de soigneusement définir les objets de recherche, d'identifier les concepts utilisés dans l'analyse, de ne négliger aucun des niveaux d'acteurs, non seulement les individus, mais aussi les familles, et au niveau macro-sociologique les sociétés et leur culture, sans oublier les États et les instances supranationales. Selon nous, la démographie devrait répondre à la diversité des niveaux de décision, puisque celles prises par les individus et les familles sont fortement liées à la politique de l'État, notamment lorsqu'il s'agit des groupes dits bénéficiaires dans les projets de développement en Afrique. D'autre part, il est souhaitable que les recherches anthropologiques privilégient, à côté de leurs objets d'étude traditionnels, ce qui relève des processus de développement ou au contraire des freins observés dans les sociétés actuelles. Le chapitre introductif, dû à Véronique Petit, développe les implications théoriques, épistémologiques et méthodologiques de la recherche interdisciplinaire sur le développement. L'auteur analyse les causes de la dissociation, en France, aux États-Unis et en Angleterre du fossé entre anthropologie et démographie, et plaide pour une démographie anthropologique de la fécondité et des migrations. Les 4 chapitres suivants sont consacrés au thème de la migration internationale. Akiko Sugiki, chapitre 2, analyse les aspects politiques de la migration internationale dans le cas du Kenya en mettant en évidence le fait que les réfugiés, en général victimes du conflit ou de l'ordre social,
sont considérés comme un facteur d'insécurité dans la communauté d'accueil et sont devenus l'objet de la sécurisation. Nelly Robin, chapitre 3, évoque les dynamiques politiques en jeu entre l'Union européenne, qui essaie d'empêcher les migrants africains d'entrer dans son territoire, les tiers pays qui sont forcément impliqués, et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en particulier à propos des migrants mineurs et des réseaux de trafic illicites. Alors que dans les 2 premiers chapitres l'interdisciplinarité s'ouvre aux aspects juridiques et institutionnels, les 2 suivants sont centrés sur les aspects socio-économiques et anthropologiques de la migration internationale. En adoptant la perspective de la longue durée, Teiko Mishima, chapitre 4, réinterprète les activités économiques des Soninké, ethnie à tort longuement considérée comme fournissant uniquement des travailleurs immigrés. L'auteur s'appuie sur les données relatives à leur actuelle expansion géographique, tout en analysant la signification que prend la migration dans le système de valeurs des Soninké. Dans le cas du Sénégal, Ami Doudia, chapitre 5, examine les reconfigurations de la famille et du village induites par la migration et la circulation de l'argent transféré par les immigrés. Il propose en particulier les concepts de village multi-situé et de capitalisation par segmentation. 4 autres chapitres sont consacrés à des questions majeures de santé en Afrique subsaharienne. Après un état des lieux sur l'allaitement précoce, Naoko Ori, chapitre 6, présente les résultats d'une recherche-action ayant pour objectif d'évaluer un programme pour promouvoir l'allaitement précoce au Niger. En effet, ne pas allaiter dès la première heure de la naissance accroît sensiblement le risque de décès du nourrisson. À propos d'une hémoglobinopathie génétique, la drépanocytose, Doris Bonnet développe chapitre 7, une analyse anthropologique de la valeur de l'enfant dans la société et la famille en Afrique. D'autre part, des couples camerounais stériles ont recours à la technique moderne de la procréation médicalement assistée plutôt qu'au traditionnel confiage d'enfants. L'auteur identifie les logiques sous-jacentes à ce choix. Yasuhiko Kamiya, chapitre 8, dresse un panorama de l'épidémiologie des maladies infectieuses qu'il met en relation avec l'urbanisation et les mesures de contrôle des épidémies. Il présente des exemples de coopération Nord-Sud, dans des programmes contre les maladies infectieuses, que le Japon a réalisés au Kenya et au Ghana. Jean-Yves Léhéran et Karine Baxer, chapitre 9, font le point sur l'état des connaissances sur le paludisme. Ils analysent également, sur la base d'une recherche menée au Bénin, les soins donnés par les mères à leurs enfants malades et notamment leur choix en matière d'achat de médicaments. Dans la conclusion de l'ouvrage, Yves Charby et Teiko Mishima dégagent les principaux enseignements de ce séminaire. Il convient de signaler qu'une table ronde avait rassemblé à la fin du séminaire des ONG Équilibre et Population, et des organismes nationaux ou internationaux, Organisation internationale pour les migrations internationales, OIM, UNICEF, Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, Japan International Cooperation Agency, JICA, National Center for Global Health and Medicine. Nous espérons que ce livre contribuera à établir une nouvelle passerelle entre chercheurs français et japonais sur l'Afrique contemporaine. Chapitre 1. Les enjeux du rapprochement entre DEMOGRAPHIE et anthropologie dans les recherches sur le DEVELOPPEMENT. Véronique Petit. Si les démarches d'enquête pluri- ou interdisciplinaires sont depuis une trentaine d'années valorisées dans les sciences sociales, leur mise en œuvre reste sujette à discussion voire à controverse. Quels que soient les objets de recherche concernés et les disciplines impliquées, arriver à faire travailler de concert plusieurs disciplines requiert la constitution d'un regard spécifique afin de dépasser les limites inhérentes à chaque approche monodisciplinaire dans la production d'un corpus de données et de son analyse. La nécessité de développer des approches pluridisciplinaires repose sur l'idée que l'alliance de plusieurs disciplines contribue à construire de nouveaux objets de recherche, à développer des problématiques et des hypothèses plus pertinentes, à améliorer l'efficacité des processus de collecte de données et enfin à renforcer les capacités explicatives ou interprétatives des résultats obtenus. Compte tenu du nombre important de configurations possibles réunissant plusieurs disciplines et de la diversité des objets de recherche potentiels, nous avons choisi de nous concentrer sur les difficultés d'une approche pluridisciplinaire impliquant principalement la démographie et l'anthropologie.
Pourquoi ce choix? Outre qu'il est directement lié à notre formation et à notre expérience personnelle de la recherche, le fait que ces deux disciplines occupent les positions antinomiques sur l'arc épistémologique des sciences sociales permet de mettre en lumière certaines difficultés méthodologiques et épistémologiques liées à cette démarche. Notre propos sera structuré en 3 parties. Nous évoquerons d'abord les processus d'institutionnalisation propres à la démographie et à l'anthropologie, et la manière dont chaque discipline s'est constituée. Nous conclurons ce premier point en insistant sur le fait qu'il existe une forte tension épistémologique entre démographie et anthropologie, et que cet état de fait implique a priori un rapprochement compliqué. C'est pourquoi nous reviendrons de manière synthétisée sur l'histoire des relations entre démographie et anthropologie, à travers quelques exemples. Nous verrons quelles ont été les occasions perdues de rapprochement interdisciplinaire, notamment dans le contexte français, ainsi que les dynamiques scientifiques et institutionnelles qui ont favorisé l'émergence d'une démographie anthropologique. Enfin, nous verrons quels peuvent être les enrichissements issus de la jonction disciplinaire réalisée au niveau de la démographie anthropologique. Ce rapprochement sera d'abord examiné au niveau méthodologique, puis au niveau des problématiques de recherche développées. 3. Pour conclure, nous montrerons en quoi ce rapprochement est fécond dans le traitement de nouvelles problématiques, et en quoi il permet de sortir l'objet population de la seule perspective démographique. 4. DEMOGRAPHIE, Anthropologie. Histoire et tradition. Revenons brièvement sur les processus d'institutionnalisation et les caractéristiques essentielles de la démographie et de l'anthropologie qui déterminent leur ethos disciplinaire. Processus d'institutionnalisation et rapport à l'État. La démographie, miroir de la nation. Nous ne plongerons pas dans les profondeurs historiques des origines de la démographie, mais rappelons juste que la pratique des dénombrements est attestée par les archéologues et les historiens depuis l'Antiquité, que ce soit en Égypte, en Mésopotamie, en Inde, en Chine, au Japon, en Grèce ou à Rome. Empereurs et rois attendent de leurs administrations le décompte de leur peuple et des populations qu'ils ont asservies durant leur conquête militaire. Les individus sont catégorisés en sous-populations en fonction de leurs statuts sociaux, de leurs droits politiques, citoyens, affranchis, esclaves, ou des compétences qui influencent leur valeur sur le marché des esclaves, métiers, langue, capacités physiques. La population est conçue comme une richesse dont il s'agit de tirer profit. Dans l'Europe occidentale chrétienne, l'enregistrement religieux des baptêmes, des mariages et des décès complète progressivement les dénombrements et les grandes enquêtes. Desrosières, 1993. Au fil du temps, des administrations se spécialisent dans de la production de données socio-démographiques et les thématiques des grandes enquêtes évoluent en fonction des nécessités et urgences auxquelles les États sont confrontés. Garantir le prélèvement de l'impôt, assurer la conscription militaire, estimer la production des ressources agricoles afin d'éviter les crises de subsistance, gérer des populations jugées dangereuses pour la sécurité de l'État et circonscrire les épidémies. Il s'agit d'assurer la reproduction du peuple au service de son suzerain. Au XVIIe siècle, l'arithmétique politique prend son essor en Angleterre et contribue au développement de l'économie politique et de la démographie. Celle-ci, en appliquant les statistiques à la gestion des affaires de l'État et à celle des entreprises privées, s'érige progressivement en sciences appliquées. Par exemple, le calcul des risques de décès trouve une application très directe dans le calcul des risques qu'effectuent les compagnies d'assurance qui financent les expéditions et le commerce maritime, le bras 2000b. L'enjeu financier et non scientifique est de premier plan pour l'économie et les finances britanniques. Les techniques de calcul démographique s'affinent avec l'usage sans cesse renforcé et amélioré des mathématiques et de la statistique. Cette proximité contribue à ancrer en partie la démographie du côté des sciences dures. Durant la période de l'Ancien Régime, les résultats des dénombrements sont étiquetés secret d'État dans certains pays comme la France et la Suède. Le Royaume de France est, à cette époque, l'État le plus peuplé d'Europe occidentale. L'effectif de la population française constitue une variable stratégique d'un point de vue militaire et politique. La démographie prend véritablement toute son ampleur au XIXe siècle. Sa naissance est actée en 1855, lorsqu'Achille Guillard créait le terme de démographie dans son ouvrage Éléments de statistique humaine, ou démographie comparée.
La démographie est selon lui, l'histoire naturelle et sociale de l'espèce humaine. En ce sens, dès lors qu'elle renseigne aussi sur les caractéristiques actuelles de la population d'un territoire donné, la démographie perpétue la grande tradition de l'arithmétique politique et l'éclairage indispensable pour l'action des pouvoirs publics. La réduire à une comptabilité des hommes serait toutefois lui donner une apparence abstraite et triquée, alors qu'elle repose sur la donnée la plus concrète et fondamentale entre toutes, la vie et la mort des hommes. Elle étudie en effet les événements les plus marquants de l'existence quotidienne, les naissances, les mariages, les divorces, les décès, les migrations. La constitution de nouveaux États-nations en Europe et la montée des nationalismes poussent ceux-ci à se comparer les uns aux autres grâce à la statistique qui se diffuse à travers les sociétés savantes, les congrès et les revues scientifiques. La systématisation des recensements et des enquêtes à intervalles réguliers offre aux autorités politiques des indicateurs leur permettant d'évaluer les résultats de leurs actions et d'orienter leur politique. La démographie devient alors pleinement un outil de gouvernementalité. Foucault 2004 à 2004b. Cette tendance ne cesse de s'accentuer avec le perfectionnement des techniques de projection et de modélisation au XXe siècle. En se plaçant au service de l'État à travers la gestion de la population, la démographie lie son destin de manière intime à ce dernier. L'État, en contrepartie de la contribution des institutions chargées de collecter les données démographiques au renforcement de sa puissance, leur assure légitimité, visibilité et pérennité. L'existence de la démographie devient consubstantielle à celle du pouvoir. Elle dispose dès lors d'un poids et d'une assise dont ne dispose ni la sociologie, ni l'ethnologie par exemple. La Révolution française bouleverse le rapport entre le pouvoir politique et la population, soumise aux observations. Les Français de sujet deviennent des citoyens. Les résultats des recensements doivent être désormais rendus publics afin de constituer le miroir de la nation. Desrosières, 1993. Une étape supplémentaire est franchie dans la seconde moitié du XXe siècle avec l'émergence de la société civile et la constitution d'une demande sociale, nouvelle source de questionnement à l'égard des mondes scientifiques et politiques. Les ONG en tant qu'émanation de la société civile sont de plus en plus intégrées aux dispositifs d'enquête concernant des problèmes de population, en particulier dans les champs des migrations internationales et de la santé. Dans le prolongement des postures épistémologiques développées par l'ethnométhodologie, les individus sont de plus en plus considérés par les chercheurs comme capables de conférer de l'intelligibilité à leurs pratiques, d'être des experts de leur comportement et du monde social dans lequel ils interagissent. Au final, le processus d'institutionnalisation a fait de la démographie davantage un instrument de gestion politique qu'une discipline de recherche à l'état pur. Elle apparaît davantage comme de la statistique appliquée aux populations, que comme une discipline préoccupée par les questions théoriques et conceptuelles. L'anthropologie, une force de contestation. Aux origines de l'anthropologie est associé un projet plus philosophique qu'utilitariste, si l'on se réfère aux usages de la démographie. Les grandes découvertes géographiques de la Renaissance élargissent le monde, remodèlent ses représentations et révèlent la diversité humaine. Du choc de cette pluralité naît une interrogation qui constitue la préhistoire de l'anthropologie. Les récits des explorateurs et des voyageurs contraignent savants et philosophes à s'interroger sur la nature d'une altérité qui est alors perçue comme radicale, à travers par exemple la figure du bon sauvage ou du cannibale. Néanmoins, le projet de fonder une science de l'homme ne se constitue réellement qu'au XVIIIe siècle avec l'entrée dans la modernité, Foucault 1966. Alexandre Chavannes introduit le terme d'ethnologie dans Essais sur l'éducation intellectuelle, avec le projet d'une science nouvelle en 1787, la Plantine, 2001. L'ethnologie se construit donc dans la volonté de comprendre l'autre et en particulier celui qui semble le plus distant possible. Même si l'ethnologie naissante s'intéresse aux mœurs, aux coutumes et aux expressions folkloriques locales des cultures européennes, elle construit son regard en s'attachant prioritairement à la peinture des sociétés dites exotiques. Ces sociétés lointaines suscitent en effet l'étonnement de leurs contemporains occidentaux, tel Montesquieu qui se demandait comment était-il possible d'être persan. L'héritage philosophique des Lumières est rapidement englobé dans un projet d'une nature plus sombre, la colonisation.
Les puissances occidentales évaluent les sociétés auxquelles elles sont confrontées à l'aune de leur représentation et de leurs valeurs. Rapidement et de manière de plus en plus systématique, les individus, les races et les cultures sont hiérarchisés en fonction de leur degré supposé atteint de civilisation, l'Occident incarnant la plus haute des positions possibles. Cette vision évolutionniste justifie le projet colonial, puisqu'il s'agit d'apporter ce qui est présenté comme constituant les bienfaits du progrès et de la connaissance scientifique à des peuples qui en sont jugés dépourvus. La France s'attribue une mission civilisatrice, afin de justifier son emprise coloniale et de légitimer ses objectifs impérialistes. Au XIXe siècle, les premiers représentants de cette nouvelle discipline construisent leurs concepts et leurs théories en s'appuyant sur les descriptions et les récits des acteurs de l'expansion occidentale, militaires, missionnaires religieux, explorateurs, médecins, administrateurs coloniaux. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que l'ethnologie se constitue en tant que discipline scientifique moderne. Ce basculement décisif s'opère grâce à Bronisław Malinowski. Il rompt avec la tradition d'une ethnologie dite en fauteuil et enjoint ses collègues à se rendre directement sur le terrain afin de produire eux-mêmes leurs observations. La pratique du terrain et la construction d'une relation privilégiée avec la communauté étudiée, afin de produire un savoir systématisé, deviennent la marque de fabrique de l'ethnologie. Dans une perspective de professionnalisation et de construction disciplinaire, notamment face à la concurrence de la sociologie, des manuels de méthode ethnographique sont régulièrement édités. L'approche ethnographique se définit principalement par la monographie d'un village, d'une communauté ou d'un groupe ethnique. Il s'agit de réaliser l'étude approfondie d'un groupe restreint démographiquement et donc appréhendable dans ses multiples dimensions, culturelle, économique, politique, historique, technique, matérielle, symbolique, religieuse, par un seul observateur, l'ethnologue. Cette rupture épistémologique n'entraîne pas une remise en cause systématique du rapport de domination dans lequel les ethnologues évoluent. Les autorités coloniales financent leurs travaux et sollicitent leurs expertises afin de mieux connaître les populations qu'elles soumettent. La connaissance ethnographique vient alors compléter les analyses issues des dénombrements. Il s'agit de quantifier et de qualifier les populations intégrées aux empires coloniaux, en cours de constitution. Les ethnologues ont donc été des agents de la colonisation d'un point de vue idéologique, sans toujours en avoir clairement conscience. De manière paradoxale et douloureuse, ils ont parfois contribué à l'asservissement voire à la destruction des cultures qu'ils voulaient faire connaître. Cependant, il faut souligner qu'à la différence d'autres, les ethnologues ont cherché à comprendre ces sociétés différentes, qu'ils ont vécues avec eux, s'en sont fait aimer parfois, se sont sentis concernés par leur avenir et ont cherché à les protéger des méfaits de la colonisation. Ils ont également contribué à nourrir les imaginaires, à révéler ces cultures exotiques à défaut de les faire comprendre de leur propre société. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la décolonisation contribue à provoquer une crise au sein de l'ethnologie. Celle-ci se retrouve face à un objet de recherche en pleine mutation, et qui lui renvoyant l'image de ses faiblesses et de ses errements. Ce retournement historique contraint les ethnologues à un retour réflexif critique et à une déconstruction de l'édifice disciplinaire. Les questionnements méthodologiques occupent dès lors une place centrale en anthropologie. La relation d'enquête entre le chercheur et les personnes rencontrées ainsi que le contexte de production des connaissances font l'objet d'un processus de déconstruction systématique. Avant d'exposer de nouveaux savoirs, la règle veut désormais que les enjeux politiques et institutionnels sous-jacents au questionnement scientifique soient explicités. Il n'est plus question d'être naïf en quelque sorte. L'anthropologie redevient également une force de contestation, Bont et Izard 2002. Son regard s'attarde du côté des exclus, des marginaux, des oppressés, des populations que l'on pourrait rapidement regrouper sous la catégorie des subalternes dans un monde post-colonial. Les objets spécifiques, population versus homme en société. La démographie est définie comme l'étude des populations humaines. Elle décrit les structures et les dynamiques démographiques grâce à une mesure quantitative. Son objet se décompose en l'étude de la natalité, de la fécondité, de la mortalité, de la nuptialité et de la migration. Le cœur de la démographie est néanmoins concentré sur l'analyse de la natalité et la mortalité,
car ces deux phénomènes expliquent très largement la dynamique de la population. La nuptialité et la migration constituent la périphérie de l'objet démographique. Leur absence dans la théorie de la transition démographique est d'ailleurs significative dans cette perspective. L'aspect descriptif et la prédominance du point de vue quantitatif de la démographie sont constamment réaffirmés dans les définitions proposées par les démographes dans les manuels ou dictionnaires relatifs à cette science de la population. Petit, 1993. Les travaux d'histoire de la pensée démographique, conduits notamment par Paul Créager, 1991, 2008, 2009, Yves Charby, 2009, 2010 et Hervé Lebras, 2001, démontrent que le concept de population n'a pas cessé d'évoluer depuis les premières tentatives de conceptualisation par Platon et Aristote. La définition de la population dépend des progrès effectués dans l'analyse démographique et du champ des questionnements que la démographie s'attribue. Sans entrer dans les détails, l'analyse démographique s'est enrichie de plusieurs paradigmes au cours des dernières décennies: analyse transversale, analyse longitudinale, analyse biographique, analyse multiniveau, qui impliquent des définitions et des conceptions particulières de la population. Néanmoins, l'apparition d'un nouveau paradigme n'efface pas les plus anciens. L'individu en tant qu'unité statistique reste l'unité de référence des démographes, même si les analyses portent sur des générations, des cohortes et des événements biographiques. À ce premier niveau de complexification s'est ajouté un second niveau, l'élargissement des problématiques traitées par la démographie. L'évolution du contexte global et des sociétés a contraint les démographes à élargir leur champ d'investigation à de nouvelles problématiques. Le vieillissement de la population, le développement, la question du genre, la relation entre population et environnement, l'épidémie VIH-Sida par exemple. Le champ de la fécondité s'est transformé en santé de la reproduction. Bref, on est passé de la démographie aux population studies. Plus que l'étude d'un phénomène démographique limité, c'est désormais l'interaction d'un processus démographique avec des processus d'autre nature dans des contextes spécifiques qui focalise l'attention des chercheurs Petit et Charby 2012. L'objet de l'anthropologie n'est ni l'individu, ni la société, mais l'homme en société. Renonçant à se focaliser sur l'analyse d'une seule unité sociale, la société, la communauté, l'ethnie, le clan, la famille, l'anthropologie s'interroge sur l'élaboration du rapport à l'autre, l'altérité. Cette discipline insiste sur le caractère pluriel, diversifié, temporaire, évolutif des agencements sociaux. La notion de culture est centrale dans la construction de la relation à autrui et dans les interactions entre groupes. La culture peut être en effet caractérisée par les traits suivants. C'est une activité symbolique qui permet aux individus de donner du sens à une réalité, d'où l'importance des rituels, des systèmes de valeurs, de la communication et des échanges. C'est une activité collective, elle se transmet, pratique, mémoire et patrimoine. La culture constitue un système cohérent mais qui garde de la souplesse car il est susceptible d'ouverture et d'évolution. Enfin, la culture n'a de sens que par rapport à elle-même, d'où l'apostrophe. Impossibilité de hiérarchiser des cultures entre elles. Le caractère dual permanence-changement fait de la culture une dimension complexe à saisir et à mesurer du point de vue des démographes. Régime de scientificité et hiérarchisation entre disciplines. Historiquement, la démographie n'a pas toujours été située du côté des sciences sociales, du fait de sa proximité avec les mathématiques. La filiation avec les sciences dures s'est réalisée au détriment de l'héritage que constituait l'arithmétique politique anglais. L'ancrage de la démographie à l'intérieur des sciences sociales est fixé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Selon une enquête réalisée auprès des démographes à la fin du XXe siècle, plus de 90% d'entre eux déclarent appartenir exclusivement aux sciences sociales, Chatelan et Roussel, 1997. La reconnaissance de la démographie par la sphère politique et par les sciences dures a contribué à la fabrication d'un ethos professionnel spécifique. Les démographes sont convaincus de la supériorité du régime de scientificité de leur discipline, comparativement à celui des autres sciences sociales, en raison de la prépondérance du point de vue quantitatif. Le démographe Louis-Henry affirme qu'il n'y a pas de démographie sans chiffres ni statistiques. Henry, 1984. Jean Piaget la classe parmi les sciences nomothétiques,
c'est-à-dire les disciplines qui cherchent à dégager des lois au sens de relations quantitatives relativement constantes et exprimables sous la forme de fonctions mathématiques. Piaget, 1970/17-18. La démographie se veut être la plus dure des sciences sociales. L'utilisation des statistiques, des mathématiques et de la modélisation constitue un gage de scientificité et de supériorité face à d'autres disciplines. C'est notamment le cas de l'ethnologie qui est parfois associée à une forme de verbiage ou de journalisme, pour reprendre des propos maladroits mais révélateurs de certains démographes. Capables de proposer des indicateurs chiffrés synthétisant des évolutions complexes ainsi que des graphiques éclairants, les démographes apparaissent comme des professionnels du chiffre. À l'image du conseiller du prince se superpose progressivement celle de l'expert et population auprès des institutions nationales et internationales. Les démographes américains Philip Hauser et Otis Dudley Duncan, 1964, parlent de la boîte à outils des démographes. Ce bagage technique, toolkit, symbolise à leurs yeux le rôle d'expert du démographe. L'anthropologie se positionne dans un autre registre épistémologique. Elle ne cherche pas en effet à identifier des facteurs explicatifs, à mettre en évidence des relations de causalité ou à mesurer des corrélations. Ancrée dans une perspective compréhensive, elle rend compte du sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et à leurs comportements. Elle est attentive aux effets de contexte et de contingence. Son objectif n'est pas d'énoncer des lois ou des grandes tendances, des généralisations, mais de relativiser ses observations notamment grâce à la méthode comparative. Si le démographe de manière générale semble peu traversé par le doute existentiel quant à ses pratiques de recherche, l'anthropologue est tenu de développer une posture hautement réflexive et critique. Son positionnement théorique, le travail de déconstruction puis de reconstruction de son questionnement, ainsi que les modalités de ses interactions avec le terrain doivent être clairement explicitées dans la présentation de leurs travaux. L'exigence de transparence quant au contexte de production des données est devenue telle qu'elle est parfois ressentie comme excessive, car elle se fait en partie au détriment de la production pure de connaissances, Olivier de Sardan 2000/439. La démographie et l'anthropologie n'accordent pas la même centralité à la réflexivité et aux perspectives critiques. Cette différence de traitement constitue une des critiques majeures adressées par les ethnologues à la démographie. L'anthropologue américaine, Susan Greenhalgh, qualifie la démographie de pro-science, dans le sens où celle-ci est profondément marquée par le positivisme et la normativité. Le démographe australien Jack Caldwell souligne de son côté les difficultés qu'éprouve la démographie à se démarquer de l'idéologie du progrès et du positivisme hérité du XIXe siècle, alors que ces cadres de pensée ont été largement discrédités à l'intérieur des autres sciences sociales. La connaissance démographique peut être qualifiée de quantitative, objective et empirique. Selon Nathan Kefitz, l'univers idéologique des démographes est animé par le combat entre les forces du mal incarnées par le monde idéologique non scientifique, et les forces du bien associées à l'objectivité et à la position neutre des démographes. Kefitz cité par Riley et McCarthy, 2003/40-41. Selon Nancy Riley et James McCarthy, si cette vision est certes manichéenne, elle révèle néanmoins un des grands mythes de la démographie contemporaine, sa croyance dans sa capacité à produire des conclusions objectives et durables en dépit du poids idéologique des sujets qu'elle manipule, Opsit. La mesure démographique permet d'enregistrer les avancées des populations en matière de comportement démographique. En particulier la réduction de la mortalité avec l'évitement de pratiques à risque et l'adhésion à de nouvelles thérapies, la réduction de la fécondité avec l'utilisation de méthodes contraceptives modernes, l'intégration des populations migrantes avec là aussi l'adoption de comportements valorisés par le modèle sociopolitique. La démographie, en participant à la production d'indicateurs, contribue à définir des catégories de bons malades ou de bons migrants, c'est-à-dire d'individus qui adoptent les prescriptions définies par les États via les politiques de population. Cette fonction normative demeure encore insuffisamment interrogée par les démographes. Elle est en quelque sorte consubstantielle à leurs pratiques scientifiques et à une certaine dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds. Un rapport spécifique à la production scientifique. Les démographes participent moins fréquemment et moins directement à la collecte de leurs données que leurs collègues ethnologues.
Ils conçoivent les questionnaires qui seront utilisés lors des recensements ou des grandes enquêtes, mais souvent la passation des documents d'enquête est effectuée par des enquêteurs ou des agents recenseurs. Ils utilisent des séries statistiques collectées par d'autres services administratifs, dans les secteurs de la santé, des affaires sociales ou de l'éducation par exemple, qui ne sont pas forcément conçues avec un objectif de recherche. Le démographe revendique surtout le fait de maîtriser la transformation de ces bases statistiques en indicateurs, analyse secondaire de données. Cette exécution technique est hautement valorisée, et l'analyse démographique constitue le cœur de la discipline. Par contre, la maîtrise du processus de recherche du début à la fin constitue une des spécificités de l'anthropologie moderne. Le chercheur doit être présent et impliqué dans l'ensemble des étapes de la recherche. Conception du projet de recherche, élaboration du dispositif d'enquête, collecte des données sur le terrain, analyse du corpus, présentation des résultats. L'exercice du terrain et la capacité à établir une relation durable avec les personnes enquêtées constituent une compétence professionnelle centrale. Durant longtemps, la pratique du terrain constitua une pratique solitaire, quasiment un rite initiatique indispensable pour être reconnu en tant qu'ethnologue, et engendra un rapport spécifique entre l'ethnologue et sa population d'études. Il est difficilement envisageable pour le chercheur ethnologue de travailler sur un corpus de données qu'il n'a pas contribué à produire. La transformation du réel en données est effectuée par le chercheur lui-même, alors que le sociologue quantitatif ou le démographe utilise un dispositif d'enquête qui peut requérir d'importantes ressources techniques et humaines, tandis que l'historien n'a généralement accès qu'à des traces. L'objectif des démographes est de sortir du chiffre, ou de traiter des données, selon des expressions couramment utilisées dans le milieu. Ces données doivent être parfaites dans le sens où elles doivent pouvoir se prêter au traitement statistique. Il convient donc d'épurer, d'apurer, de redresser et de nettoyer les bases de données et les échantillons. Les données issues des recensements et des enquêtes produites en Afrique ont été longtemps qualifiées de données imparfaites, en raison des problèmes de déclaration relatifs aux âges et aux dates. Des manuels et des méthodes spécifiques ont été élaborés afin de pouvoir les manipuler. Certains démographes critiques vis-à-vis de leur discipline parlent de quantophrénie, Gérard 1985, Loriot 1985, pour qualifier cette soif de chiffres ou évoquent un saint graal démographique, en évoquant cette quête de pureté Petit 2013. Du point de vue des anthropologues, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises données. Les discours, tout autant que les silences, les non-dits, les omissions sont sujettes à interprétation de la part du chercheur. Plus que les données, c'est l'observateur qui doit être mis en cause. Les tentatives de rapprochement entre DEMOGRAPHIE et anthropologie. Les relations hiérarchiques et parfois conflictuelles entre les disciplines constitutives des sciences sociales découlent donc d'un héritage séculaire qui peut être réactivé lorsqu'une discipline touche à l'objet, ou à une méthode relevant d'une autre discipline. Il est impossible d'établir une description exhaustive des relations complexes entre démographie et anthropologie dans ce chapitre, en raison de la pluralité des contextes nationaux et institutionnels, de la profondeur historique que cela implique et du double point de vue qu'il serait souhaitable de requérir, point de vue de la démographie et celui de l'anthropologie. Aussi nous nous limiterons à mettre en exergue quelques moments clés, ou des individualités ayant eu un rôle décisif dans cette histoire. Un regard démographique prescrit par les premiers manuels d'ethnologie. Démographie et ethnologie apparaissent au terme de notre première partie comme deux disciplines radicalement antinomiques dans le monde des sciences sociales. L'une met en exergue la précision de la mesure, le chiffre comme indicateur, la recherche de lois universelles, tandis que l'autre valorise à l'extrême la recherche du sens et la contextualisation, le relativisme. Pourtant, les ethnologues n'ont pas toujours rejeté la démographie, ou à tout le moins une certaine quantification. Dans les manuels d'enquête destinés aux apprentis chercheurs ou aux explorateurs coloniaux, la comptabilité de la population est requise. Du côté britannique, le Royal Institute of Anthropology publie en 1874 un manuel intitulé Notes and Queries for the Use of Travelers and Residents in Uncivilized Lands sous le contrôle d'un comité chargé de veiller à la qualité des données provenant des voyageurs, ethnologues et autres observateurs. Kertzer et Frick, 1997, Cephai 2003.
Transformé en Notes and Queries in Anthropology au fil des éditions, ce manuel traduit la nécessité de systématiser et de professionnaliser la collecte des données sur le terrain. Dans cette perspective, le recensement constitue l'étape première et indispensable à toute enquête ethnologique de terrain. Du côté français, Marcel Mauss dans son manuel d'ethnologie 1926 souhaite que les instructions qu'il délivre permettent d'accomplir un travail intermédiaire entre une étude extensive et une étude intensive de la population envisagée, étude où les proportions des différents phénomènes sociaux seront respectées, Mauss 1926/10. Il affirme que toute société se compose d'abord d'une masse. L'étude de cette société en tant que masse humaine forme la morphologie sociale, qui comprend la démographie et la géographie humaine, dont l'importance apparaît capitale, OPSI. Avant de s'attacher à la description et à la compréhension des pratiques et des représentations, il s'agit de prendre en compte le poids et la structure du substrat humain dans son environnement. Marcel Mauss ne conçoit pas la démographie comme une analyse détachée de la vie sociale. Structure démographique et système social sont indissociables dans sa perspective holiste. De son côté, Marcel Magé n'emploie pas les termes de démographie, de recensement dans son manuel Ethnographie métropolitaine. Vide d'études directes des comportements culturels, mais il se réfère aux classifications statistiques. On peut classer les individus d'une population donnée en catégories ou classes statistiques, en relevant chez chacun la présence ou l'absence d'un caractère déterminé, biologique, sexe, âge, couleur de peau, géographique, lieu de naissance, de résidence, de travail, économique, d'après le revenu, les signes extérieurs de la richesse, idéologique, connaissance, croyance, adhésion morale, esthétique, etc. Le comptage de tous les individus, présentant dans une population et un temps donné, le critère choisi, c'est-à-dire entrant dans la catégorie ainsi définie, nous donne la masse catégorielle ou l'effectif. Du point de vue culturel, on reconnaît dans l'effectif l'extension de la norme élémentaire, Magé 1962/89. Il fait référence à l'analyse du groupe domestique ou ménage, notamment de sa composition. Son attention se porte également sur la reproduction. Il liste les thèmes sur lesquels l'ethnologue doit recueillir des données. Conception, moyens de conception, prescriptions religieuses, délai entre mariage et premier enfant, entre enfants, indications sur les pratiques sexuelles, sur les pratiques anticonceptionnelles, accouchement, Magé 1962/95-96. Ces prescriptions méthodologiques favorables à une certaine quantification ne furent pas néanmoins suivies par l'ensemble des ethnologues modernes. Certains se détachèrent de la constitution d'un corpus démographique en tant que socle de l'approche monographique pour diverses raisons. Soit ils travaillaient sur des populations de faibles effectifs, soit ils s'intéressaient à des questionnements très spécifiques à l'ethnologie. On peut penser également que ce détachement de la mesure traduit aussi la volonté des ethnologues d'établir leur discipline de manière distincte. L'anthropologie sociale britannique, un intérêt certain pour la démographie. Les successeurs de Malinowski adoptèrent une attitude plus ouverte. C'est notamment le cas de Evans Pritchard dans son célèbre travail sur les institutions politiques dénuées, 1939. Il mobilise en effet des données démographiques afin d'étayer sa démonstration et établir un lien causal entre milieu naturel, morphologie sociale et organisation politique. Afin de comprendre le principe segmentaire structurant ce système social, il le replace dans son contexte d'ensemble. Le milieu physique, le mode de vie, de piètre communication, une technologie simple, un ravitaillement irrégulier, en fait tout ce que nous appelons écologie, concourt à expliquer les particularités démographiques de la segmentation politique chez les Nués. Evans Pritchard, 1994/175. Mais c'est surtout Alfred Reginald Radcliffe Brown et la génération des anthropologues britanniques qui le suivit dans les années d'après-guerre qui développa un intérêt marqué pour les questions démographiques. Ils étaient influencés par le renouvellement de l'épistémologie des sciences humaines de la première moitié du XXe siècle, théorisée par Émile Durkheim. Radcliffe Brown et ses élèves se réfèrent à l'analyse de la morphologie sociale telle qu'elle mise en œuvre par l'École française de sociologie. Émile Durkheim, Marcel Mauss et Maurice Halbwachs font comme nous l'avons vu précédemment de la démographie le socle de la sociologie, et de la population, le cadre le plus général dans lequel doivent être replacés tous les faits sociaux.
Raymond Firth et Meyerfort renforcent l'intérêt des anthropologues anglo-saxons pour l'intégration des questions démographiques dans les monographies. Le premier en 1936 pose la question de l'équilibre entre ressources et population, dans l'espace limité que constitue une petite île de Polynésie. Il critique les sources de données relatives au peuplement européen, et s'interroge sur l'impact qu'a eu la colonisation sur l'affaiblissement des mécanismes traditionnels de contrôle des naissances qui permettaient jusqu'alors à la population locale de limiter son accroissement. Meyerfort met en exergue le fait que la connaissance des structures des populations primitives est souvent insuffisante et inadéquate pour répondre à certaines questions posées par l'ethnologie. De surcroît, dans le cas de l'Afrique, les statistiques officielles sont de peu de secours en raison de leur manque de fiabilité. Il en conclut logiquement que les anthropologues doivent être leurs propres démographes, et qu'ils doivent collecter des informations démographiques au niveau local articulées à leurs problématiques. Implicitement, il s'agit d'un plaidoyer pour une démographie micro-locale, liée à une problématique de recherche spécifique. Cette idée rejaillira près de 50 ans plus tard. Le rapprochement entre démographie et anthropologie, face à la question du contrôle de la fécondité. Dans les années 1950 à 1960, le rapprochement entre démographie et anthropologie se poursuit dans un contexte scientifique et institutionnel particulier. En 1951, l'International Union for the Scientific Study of Population, IUSSP, fonde le Committee on Population Problems of Countries in Process of Industrialization dirigé par Frank Notenstein. Les travaux de recherche de ce comité ont pour principal objectif d'analyser les ressorts de la fécondité élevée et de l'accroissement rapide des populations des pays en développement. Deux points sont à relever. Tout d'abord, la forte mortalité ne constitue une préoccupation au même titre que la fécondité. Ensuite, la fécondité des pays du tiers-monde est jugée trop élevée et elle constitue par conséquent un problème tout autant politique que démographique. Ce point semble crucial, car il révèle qu'en démographie les questions de recherche sont très fréquemment définies et pensées en termes de problèmes de population, auxquels il convient de trouver une explication puis une solution. L'usage du terme « problème » est significatif car il révèle le point de vue ethnocentrique et normatif de la démographie. L'UNESCO s'adresse à ce comité afin d'étudier les conditions culturelles et sociales qui affectent la fécondité des pays non industrialisés. Ce travail aboutit à la parution de Culture and Human Fertility en 1954 sous la direction de Frank Lorimer. La longue partie théorique rédigée par Frank Lorimer est ensuite illustrée par des études de cas signées par des anthropologues africanistes. Ces recherches pointent le rôle de la culture dans les comportements démographiques et s'interrogent sur la contribution possible de l'anthropologie aux recherches démographiques. Conduits dans le cadre d'une approche structuro-fonctionnaliste, ces travaux développent l'idée selon laquelle les mécanismes culturels produisent un équilibre, une situation d'homéostasie entre population et ressources. Émerge ainsi de la notion d'optimum de population. L'anthropologue britannique Mary Douglas s'inscrit dans la lignée de ces travaux. Elle publie en 1966 un article relatif au contrôle de la population dans les populations dites primitives à partir de 4 groupes humains, où ont été observées des pratiques permettant une régulation de la population. Infanticide, suicide, avortement, contraception, émigration, mariage à l'extérieur du groupe. Cependant, les recherches relatives au rôle explicatif de la culture dans le contrôle de la population restent marginales dans le champ de l'anthropologie. Face à ce constat, Alan McFarlane publie en 1968 un article intitulé Population Crisis, Anthropology's Failure. L'ethnologue anglais reproche vertement à ses collègues leur absence d'intérêt face à l'explosion de la population mondiale. Il souligne leur incapacité à produire des données relatives au comportement démographique, alors que cet objectif devrait constituer une préoccupation première au regard du contexte planétaire. Afin de renforcer son propos, il présente le graphique illustrant l'accélération de l'accroissement de la population mondiale au cours de l'histoire, puis le schéma de la transition démographique ainsi que les taux de croissance. Tout en soulignant la contribution de la démographie historique à la description et à l'analyse de la transition démographique en Europe de l'Ouest, il met en évidence les questions qu'elle soulève.
conséquence de la baisse de la fécondité sur le statut des femmes, sur la vie familiale, sur le marché du travail, etc., et auquel elle ne répond pas. Pour Macfarlane, c'est dans les faiblesses et les silences de la démographie que l'anthropologie doit s'engouffrer. Elle doit se sentir directement concernée par les changements démographiques car ceux-ci ont des conséquences immédiates sur des problématiques centrales de l'ethnologie. Le pouvoir, les relations au sein de la parenté, les représentations de la vie et de la mort, les questions de transmission du pouvoir et des ressources. Il anticipe ainsi la problématique du vieillissement, des solidarités et des relations intergénérationnelles. La rencontre entre démographie et anthropologie se construit donc principalement autour de deux problématiques à cette époque. La question de la validation de la théorie de transition démographique et la relation population-environnement. Cependant, ce rapprochement se déroule principalement dans le monde scientifique et institutionnel anglo-saxon à la fois pour des raisons d'hommes, de financement de la recherche, rôle important des fondations privées aux États-Unis, et pour des raisons idéologiques, les pays occidentaux et les États-Unis en particulier redoutent d'avoir à leur porte de plus en plus de pauvres, création de l'UNFPA en 1974. Le rapprochement interdisciplinaire est ralenti, voire stoppé, en raison du développement des programmes de collecte démographique à grande échelle. En 1974, l'enquête mondiale fécondité, EMF, marque le retour d'une démographie classique centrée sur la mesure et l'analyse des déterminants de la fécondité. À l'EMF succède le programme des enquêtes démographiques et de santé, EDS, qui ne cesse de s'élargir. Néanmoins, Geoffrey McNichol souligne qu'avec le temps, la plus-value de ces enquêtes ne cesse de diminuer. Selon lui, si on obtient le même style de connaissances sur un nombre plus large de sociétés, il n'y a pas d'input en termes explicatifs puisque ce sont toujours les mêmes variables qui sont retenues dans l'analyse, les mêmes modèles qui sont utilisés. C'est un élargissement plus qu'un approfondissement des connaissances. Le contexte français. Nous avons vu que dans l'anthropologie américaine et britannique, les liens avec la démographie étaient ténus et concentrés sur des problématiques spécifiques. Qu'en est-il du contexte français ? Là aussi, les ethnologues ou les écoles s'emparant des questions démographiques sont marginaux. Au début des années 1970, l'ethnologue américaniste Pierre Clastre utilise des méthodes et des indicateurs démographiques dans ses recherches. Dans Chronique des Indiens Guayakí, 1972, il se réfère à des concepts tels que la surpopulation, le cycle de vie, le ménage, la chute ou l'explosion démographique, le déséquilibre du rapport de masculinité et l'avortement. Si ces thèmes sont des classiques de la démographie et du développement, ils sont plus rarement mobilisés par les anthropologues. Travaillant avec un des derniers groupes de Guayakí, Pierre Clastre met en relation leurs caractéristiques démographiques avec leur mode de vie, l'appropriation de l'environnement dans lequel ils vivent, le contexte politique national du Paraguay et l'histoire tragique des peuples amérindiens. Le déroulement du récit suit les grandes étapes de la vie d'un individu, naissance, mariage, reproduction, mort. Ces étapes sont tout autant démographiques que sociologiques. Le rituel est le moyen de transformer en le socialisant un donné brut immédiat en un système symbolique médiatisé, ou pour le dire autrement, c'est dans et par l'espace rituel que l'ordre naturel, biologique pourrait-on dire, se convertit en ordre culturel. Clastre 2005/26. En 1974, Pierre Clastre publie La Société contre l'État. Le chapitre 4 s'intitule Éléments de démographie amérindienne. Il préface en 1976 l'édition française de Age de Pierre, Âge d'abondance. L'économie des sociétés primitives de Marshall Salin. Aux yeux de ces deux ethnologues, les comportements démographiques et économiques sont encastrés dans la sphère culturelle et ne peuvent être analysés qu'au regard de cette dernière dans une approche holiste. C'est du côté des anthropologues d'inspiration marxiste, Meillassoux, Godelier, Terray, qu'on trouvera le plus d'intérêt pour les variables démographiques en raison de leur objet d'étude. Les rapports de production et leur reproduction et l'articulation entre structures de production et structures de reproduction. Claude Meillassoux dans Terrain et théorie analyse l'économie agricole dans une société où interviennent la durée, l'attente, la répétition cyclique, c'est-à-dire le temps, l'avenir devient une préoccupation et avec lui le problème de la reproduction.
Reproduction des effectifs de la cellule de production en nombre et en qualité afin d'assurer l'approvisionnement continu de ses membres. Reproduction économique des moyens de subsistance capables d'alimenter cette reproduction démographique. Reproduction sociale des structures du groupe afin de préserver la hiérarchie garante de son fonctionnement. Meillassou, 1977 sur 134-135. Claude Meillassou est obligé, s'il veut être cohérent par rapport à sa théorie, d'utiliser des variables démographiques dans ses travaux. Cherchant des explications, il refuse d'être contraint par sa discipline d'appartenance en affirmant qu'il n'y a pas de système de causalité fermé à l'intérieur d'une seule discipline des sciences humaines. Notre perspective de ce point de vue est problématique et non disciplinaire. Il s'agit de poursuivre notre démonstration partout où elle nous entraîne sans s'arrêter aux barrières conventionnelles de la spécialisation. Meillassou, 1975 sur 73. Son approche influencera fortement les travaux de l'école de démographie de l'Université de Montréal qui chercha à mettre en évidence l'existence de régimes démographiques spécifiques, c'est-à-dire un sous-ensemble cohérent formé des diverses composantes démographiques, fécondité, nuptialité, mortalité, migration, en les replaçant dans leur évolution historique et les processus sociaux qui les organisent. Comment expliquer cette absence d'intérêt ou de convergence entre démographie et anthropologie en France ? Selon François Laplantine, l'anthropologie française se distingue des anthropologies américaines et britanniques par une tendance intellectualiste et philosophique. Elle se réfère au modèle sociologique, structuraliste, marxiste et son domaine d'investigation privilégié concerne les systèmes de représentation. Laplantine 2001 sur 100. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.